Mans. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail. Bon après-midi à tous, 16h01 à Conakry. Aujourd'hui dans cette émission sportive, on va fêter nos sommaires jusqu'à 16h55. On parlera que du sport, mais aujourd'hui on va partir avec d'autres disciplines. Bonne arrivée à tous, micro-présentation Amadou Major Diallo. Dans ce studio, Abdul Azissou, notre invité de parcours, entraîneur de l'équipe nationale senior de mini-foot qui s'apprête pour une compétition. Et voilà, docteur, lui n'est plus à présenter, c'est Juldé. Voilà, pourquoi pas, Cheb Diakité Loman Lunette, on lui surnomme Pep Guardiola à la console numérique. Il y a déjà Baba avec l'équipe de Michel Ouamonou à la réalisation, Hassan Diallo et Oumar Mané. On va entamer cette émission avec notre rubrique qu'on appelle Découverte. On va partir à Hollande. Sidi Diallo qui a participé à la montée de son club après une brillante saison en 3e division. Le joueur d'origine guinéenne de 20 ans a amené Kozaken Boys en Ligue 2. Il serait en direct dans un court instant dans cette émission. Voilà, il s'exprime qu'en anglais, en poulard. On va essayer de traduire pour que vous arriviez à comprendre cette situation, l'évolution de ce jeune joueur guinéen qui a envie de porter les couleurs de l'équipe nationale guinéenne. On parle de cette discipline qu'on appelle mini-football. Sili mini-football, les préparatifs du Sili national pour la CAN mini-football. On va en parler dans cette émission. Une compétition qui est prévue du 13 au 25 juillet 2025 à Derna. Le Sili national senior mini-football ira en Libye pour défendre les couleurs. Donc ce tournoi qui réunira les 16 meilleures sélections africaines. Abdoulaziz So, qui est entraîneur de cette formation, va nous éclaircir la lanterne dans cette émission. On vous rappelle encore, les journalistes sportifs déjà à la base. Aussi, voilà, on va parler de cette discipline qu'on appelle boule de pétanque. Voilà, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de congrès depuis 18 ans. Selon nos enquêtes, le président de la fédération de boule de pétanque occupe ce poste. Ça fait belle lurette. On va en parler dans cette émission. Bonne arrivée à tous. Installez-vous confortablement. On va commencer par les séances de salutation avec la régie. Arrive à nous faire signe qu'on va partir en Hollande pour parler avec Sidi Diallo, la technique est en train de passer par tous les moyens pour rejoindre ce joueur. Je ne sais pas s'il a compris le décalage horaire. Chabou Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Jules, bonne arrivée. Bonjour Major, bonjour à tous. Lui, c'est Abdul Aziz. Il n'est plus à présenter dans cette presse sportive, journaliste sportif, mais actuellement, voilà, il a changé maintenant de casquette. Il n'a pas changé de casquette. Il continue à s'aventurer pour être entraîneur. Abdul Aziz, bonne arrivée. Bonjour Major, bonjour à tous et à tous. Merci de l'invitation. Ouais, c'est un plaisir partagé. ça fait belle lurette. Ouais, ça fait belle lurette que vous et moi on va partager exactement, un plateau où on a fait la CAN 2019 ensemble sur un plateau. Tous les matchs de la CAN Égypte 2019, je me souviens, de 16h à 23h. Bien, voilà, de 16h à 23h. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur de l'équipe nationale senior de mini-football, c'est ça? Oui, bien sûr. Tout dernièrement, vous étiez en train de suivre une formation au stade général Lansana Conté. J'étais en train de valider la licence ECAF. D'accord. Parce qu'après avoir validé la licence D en 2021 Bien. Et validé mes cours en management du sport, notamment, je suis diplômé en gestion des organisations sportives et aussi diplômé en administration de sport. Donc pour moi, c'était quand même un rêve de service au football et surtout être beaucoup plus proche. Donc comme j'ai été d'abord entraîneur, éducateur, donc pour moi il faut percer et il faut fixer la barre très haut.
Donc c'est de continuer à se former, avoir les diplômes nécessaires, les documents nécessaires afin de pouvoir quand même exceller. Je pense que je suis sur le chemin. Aujourd'hui, j'ai validé ma licence CECAF et Dieu merci, j'ai reçu cette nomination, cette promotion d'être le premier entraîneur d'une équipe nationale de mini-football. Et vraiment, je suis très content, très satisfait. Mais ce n'est que le début d'une longue aventure qui démarre pour moi. Bien. Abdul Aziz Sow, notre invité de parcours dans cette émission, l'entraîneur de l'équipe nationale senior de la Guinée de mini-football qui s'apprête pour une compétition qui va se dérouler du 13 au 25 juillet à Derna. Voilà, c'est ça, c'est à Derna. Et bien sûr, ça sera à Derna, en Libye. Inch'Allah, entre du 13 au 25 juin. C'est la 4e édition parce qu'il y a déjà 3 éditions qui sont jouées. Et la particularité, c'est la première édition à 16 nations. Parce que la première édition en 2018, c'était joué avec 8 nations. Après 9 nations et après 12. Et aujourd'hui, ça remonte à 16 nations. Donc, ça va être une première pour la Guinée parce que la Fédération guinéenne de mini-football a été affiliée au niveau de la World Mini Football à Bakou, en Azerbaïdjan, au mois de janvier dernier. Et ça, c'est juste l'avant-goût. C'est pour que vous restez aux aguets, restez connectés sur nos antennes. Comme prévu, au niveau de nos sommaires, pour l'entamer, on va partir en Hollande à la découverte d'un jeune footballeur de 20 ans, lycée Sidi Diallo. Très, très, très intéressant. Il est excentré, gauche et droit, très rapidement. Dès qu'il a le ballon, il arrive à s'en sortir. Après une brillante saison en 3e division, le joueur d'origine guinéenne de 20 ans a amené à participer à la montée de cette formation qu'on appelle Kozaken Boys en Ligue 2. Il va être en direct dans un court instant dans cette émission. Vous aurez l'opportunité encore de connaître des performances de ce garçon mais heureusement, qui veut rejoindre le CI national de Guinée. Il est en train de suivre de près. Il est né là-bas en Europe. Il parle que l'anglais un peu avec la langue qu'on appelle flamand. Ça, c'est la langue néerlandaise et aussi un peu le français. Mais surtout le poulard. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive franchement à s'entendre avec lui, que ce soit en poulard, que ce soit en anglais et que ce soit en français. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut avec la technique. On me fait déjà qu'il est en ligne. Sidi Diallo, bonsoir. Sidi Diallo, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, allô. Allô, Sidi Diallo. Oui. Ah, tu nous entends bien? Oui, ça va, et vous? Ouais, ça va, Dieu merci. Mais est-ce que tu comprends un peu français, Sidi Diallo? Un peu. L'anglais, c'est better. Anglais, je ne sais pas si on va parler en poulard ou voilà, pour que les auditeurs arrivent à bien comprendre. Donc, Sidi, en poulard parce que déjà, bouino do no way halgol poulard kono anglais on. Ara jama on dumana ki monse da ko fino jama faltura mo anda komboni Sidi Diallo il a mari 20 ans ko au club da Fijan 20 ans Kozaktan, c'est ça. Et on y a eu 2e division on 3e division jama la Guinée anda maga mo kono men katike men andima seda men fala ya hala men kon fuddorda ballon Europe ton. Merci pour l'introduction. Rosendal kami wadi do bakabe windi nang balong kami mari 4 ans. Côté Alliance. Kami ABC jang miei Feyenoord Rotterdam. Mi woni donc duuɓi tati après donc yasti Rosendal ɗo duwi ɗon kadi duuɓi ɗiɗi après donc mi yehi kadi prof club Sparta Sparta Rotterdam kadi après donc mi yehi Angleterre mi jouwi ɗon kadi une année avec National League mi jouwi ɗon U19 après donc naɓiɗon U21 on mi heɓi meilleur joueur de l'année kami wonno Angleterre. Après donc mi heɓi blessure mi arti noon Holland kono kam yahayno Angleterre mi yahayno club on kami woni ɗon ɗo mi yahayno ɗon Kozak Boys kono ɓay mi yahayno Angleterre mi yehi ɗon kono kami ɓessi mi arti mi artiri noon club on Kozak Boys kami woni ɗon ɗo mi
footy U23. Après, non, mon étude, c'est 2 à 3 mois. Et puis, débutant dans la première équipe. Mais donc, il y a 10 minutes, 20 minutes, ça. Après, non, on dit, débutant dans la photo de foot. Itu nama ya tu kali nak YouTube doa sila faham ada itu nama ya apa nong ya mesti itu depois porque kami eu na primeira equipe I think cinque masih ya apa nong pesan si antrenor vi on antrenor nong hari menjadi ono hari mengganya Okay, yeah. Après, on a joué playoff city. Mais il y a final, deuxième division. Deuxième division, ok. Il a même yewtude non anglais har ko seeda ko yidda men do hare no rabbidi fino be kadi famira bare wobbe gono leede jananere ko yimbe lagine be darde men do en direct ka télé be no nana anglais wobbe kan no gatiji tigi no way anglais wonbe ka fédération e lambe hore balo lagine ben da way men e résumé den don hala hare ko rabbidi ko yudda do men ko fop e anglais. Yeah. I started in my city in Roosendaal. I played for Allianz when I was 4 years old. Then when I was 6, I went to Feyenoord, Rotterdam. After that, I played also for Sparta in Rotterdam. And when I was 16 years or 17 years old, I went to England. I played the National League under 19 and under 21. Became best player of the season. After that, I came back to Holland after injury. I played for Kozako Boys in the under 23s and got moved up after 2 or 3 months to the first team. I first started getting minutes of like 10 or 20 minutes, and after I made my starting debut, and from that on I started playing regularly. I scored 6 goals, gave 4 assists, went on to the playoff final to get promotion, and we won, and now we going to the second division. Okay, thank you very much. If I have a motivation for a Guinean team. Yes. Okay. Expect this for a Guinean. Sorry? Even in city, Oui. we have to ask you about if the federation, Guinean Federation, call you now. Will you be ready to represent our national team? Yes, of course. My parents are born there. I talk to my family there. I have a good connection with the country and with my family and the people. So I would be honored if I would be called up to play for the national team, of course. Okay. John Doare me famille me falma landa de question goto kon doni rêve maon sinara me fawe anglais Aziz ko dum mar benta. What is your biggest dream? Okay. My biggest dream is also to play for Guinea and to play Champions League in Europe. That's my ultimate goal, and reach the highest level possible. Very good. Okay. Thank you. Yes. Joni haray men accite me noddete kade sayji waray ben ɓurti andugol ko bonni Sidi Diallo men suiva parcours ma men anda honnoɗa yarde to haray lagino ɗaɓɓude wawɓe latto ballon wonɓe ka leyɗe jananere wawɓe wano sigama ko arata wallito men ɗo par ce que mi sakkitorɗo ɗo mi yino moins de 20 ans ɓen haɗi piiji buyno ellaji buyno e muɗum haray si tawi an ko ton heɓata ko ton janduɗa ɗa mari haqqille artugol e wallito le ndi menen kadi e sengo amen gon mi wawa wakkinagol ma fi le laamiɓe fi ballon ɗo e katto anda ko homboni e Sidi Diallo haray ko ɓe intama ko good luck. Merci beaucoup. Thank you very much.
Voilà, mesdames et messieurs, on a pu quand même échanger avec ces jeunes joueurs dans ces deux langues. On a quand même un peu compris, on a un peu saisi ses ambitions, qu'il compte de revenir jouer en Guinée. Sidi Diallo, il a quand même roulé ses bosses en Angleterre. Actuellement, il évolue en 2e division avec ce club. Le club était en 3e division. Il a participé quand même pour que ce club arrive à venir en 2e division. Tout dernièrement, il voulait même rallier la France parce que la Fédération guinéenne de football avait mandaté l'entraîneur de partir faire des détections, mais malheureusement, ils ont changé l'entraîneur. Oui, c'est déjà une très bonne chose qu'on ait déjà des joueurs binationaux qui pensent à l'équipe nationale. Moi, je suis très satisfait déjà du parcours qu'il a vécu. Il parlait tout de suite d'une blessure qu'il a contractée. Après, il a réussi à se relever. Ça veut dire que c'est déjà bien. Il n'est pas né en Guinée, mais il a l'amour du pays. Il a envie de venir représenter le pays. Il évolue dans un championnat où le niveau n'est pas mal, même si c'est en 2e division. Il y a aujourd'hui la 2e division aux Pays-Bas, c'est peut-être un petit peu supérieur, sans manquer de respect au championnat de Ligue 1 guinéen. Aujourd'hui, lui, il a envie de représenter. Il a déjà montré. La 2e division quand même de la Hollande est plus forte que même la 1re division guinéenne. Oui, mais il faut quand même peser les mots. Parce que quand vous regardez le Sparta Rotterdam, quand même fait partie des clubs qui participent à la Ligue des champions européens de football, à la Coupe à l'UEFA, à la Ligue conférence. Il y en a au moins 2-3 clubs néerlandais qui participent quand même à ces compétitions. Surtout que le Sparta Rotterdam, c'est un club où quelques internationaux guinéens ont y joué. Vous avez également l'Ajax d'Amsterdam. Vous avez l'Ajax d'Amsterdam qui est reconnu quand même comme l'un des meilleurs clubs formateurs quand même en Europe, ou déjà qui était devenu même le vivier où le Barça a puisé par l'entremise de Jan Cruyff. Donc quoi qu'on dise, le football néerlandais quand même c'est l'un des meilleurs en Europe. Je pense bien, c'est le bon moment de mettre des scouts qui vont partir découvrir ces joueurs qui ont envie de revenir au pays, parce qu'on est en carence de joueurs. Il faut essayer de le reconnaître. Hormis Séo Guirassy actuellement sur le plan international, le high level, le top niveau, le rendez-vous des grands clubs, on ne voit pas d'autres joueurs guinéens s'illustrer. Justement, bonjour encore. La bonne nouvelle pour nous tous ici, surtout pour le pays, c'est que je pense qu'on arrive à avoir des compatriotes qui veulent venir jouer pour le pays. Ça c'est une bonne chose. La deuxième bonne chose peut-être que nous Guinéens nous devrions mettre en place, est-ce qu'on a une cellule qui suit les jeunes qui veulent vraiment, les binationaux qui veulent changer de nationalité, revenir jouer pour la Guinée? Est-ce qu'on a une cellule au niveau de la fédération qui suit cela? Si c'est le cas, il faudrait que le projet puisse aller à son terme, c'est-à-dire à court, moyen, long terme. Qu'on les suive comme par exemple les Sénégalais le font, comme les Ivoiriens le font. Rien n'est sorcier. Il suffit juste de mettre les moyens en place. Le Maroc aujourd'hui par exemple. Justement, les Marocains, en fait, il n'y a rien de sorcier. C'est si on se met au travail, on peut récupérer, je crois, de bons joueurs, de joueurs extrêmement cadrés qui savent pourquoi ils jouent, pourquoi ils portent un maillot, pour quel projet ils vont aller et quel est le projet pour lequel ils vont se battre. Voilà, parce que moi j'ai eu l'opportunité. Moi je voulais juste dire quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui on a un jeune qui a 20 ans. Je pense que ces jeunes comme ça, ils sont nombreux qui veulent quand même venir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, l'équipe nationale A, c'est quand même le standing. C'est le standing supérieur. Quand vous avez un joueur de 19 ans, 20 ans, 18 ans qui est en 2e division ou en 3e division, je pense qu'il faut penser d'abord à l'équipe nationale espoir. Il faut penser à l'équipe nationale junior pour ceux qui ont 17, 18 ans, 19 ans, pour qu'ils parviennent à s'adapter. Parce que vous savez, l'environnement, c'est un élément, l'acclimatation, c'est un élément, le type de football diffère. Le football qui se joue en Afrique et le football qui se joue en Europe, il y a beaucoup plus de différences. Même par rapport un petit peu à la gestion des entraînements et tout, il y a une différence. C'est ce qui fait que souvent, il y a des joueurs qui quittent l'Hexagone, qui arrivent, il y a une pression externe déjà sur eux qui font que parfois ils ont du mal à exprimer l'étendard de leur potentiel. Parce que les pelouses comptent, l'infrastructure compte, la gestion, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Je pense qu'il faut tenir compte de ce paramètre. Moi je pense qu'à un moment, Mori, c'est ce qu'il a pensé faire avec les U20 quand il avait eu ce projet à Istres. Malheureusement, un entraîneur est sélectionné, il n'est pas allé au bout de son projet de recoupement, on l'enlève, on envoie un autre entraîneur. Morlaï, avec l'équipe nationale Espoir, il est parvenu quand même à le faire. Il avait amené certains jeunes, comme les Silla et autres là, dans l'équipe nationale U23, on a vu, la machine commençait à prendre. C'est là où on peut puiser. Mais dire à un jeune, par exemple, de 17 ans, 18 ans, il faut complètement le parachuter en équipe nationale première, ça va être un petit peu difficile. Je pense qu'il faut mettre un projet
parfois en place un projet à long terme par rapport à la gestion de carrière, mais aussi à l'arrivée de ces multitudes de joueurs qui peuvent arriver. Maintenant, leur performance dans ces différentes catégories va prévaloir sur leur sélection, sur leur appel en équipe nationale senior. Parce que quand même, ce garçon, il est suivi par la presse sportive hollandaise, parce que moi, j'ai vu son interview avec Tim Asnout, voilà, qui a fait déjà l'interview le 6 mai 2025. Allez-y. C'est pas forcément que quand par exemple on arrive à découvrir un bon joueur pour le pays, c'est pas forcément qu'il faut le parachuter dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, il y a des catégories. Justement, il ne faudrait pas griller les étapes, quoi. En fait, il ne faudrait pas quitter le premier pour le troisième. Il faut suivre les étapes parce que ça en fait, c'est de bonne guerre et c'est déjà une bonne chose. Ça va être une réserve de vivier pour l'équipe A. S'ils arrivent à suivre les escaliers tels que c'est comme ça les Sénégalais s'en sortent aujourd'hui. Les Marocains, comme il l'a dit. Oui, non, mais déjà... En fait, il faudrait mettre un projet consistant, mais il faudrait qu'on suive ce projet. Il faudrait qu'il y ait des gens qui s'investissent dedans. Il ne faudrait pas griller les étapes. Il faut qu'on soit patient également. On en a besoin. On les sélectionne d'ailleurs extrêmement patient avec ces jeunes quand on les envoie pour pas les jeter dans le grand bain directement, mais qu'ils suivent un couloir bien déterminé afin que nous puissions tirer le meilleur. Mais surtout dans la transparence, on a vu là où on a laissé beaucoup de jeunes qui sont talentueux, qui peuvent venir franchement défendre les couleurs. Par hasard, on parachute des joueurs dans l'équipe nationale qui n'ont pas le niveau, ils vont m'excuser du terme, tout dernièrement on a vu des défenseurs qui viennent souvent faire du n'importe quoi avec des gardiens qui répètent les mêmes bêtises parce que ça c'est des bêtises. Une équipe nationale, c'est une équipe qu'on doit respecter. Il y a de ces bêtises qu'on ne doit pas commettre quand on joue en première division. Non, mais déjà, c'est vraiment énorme. Déjà, qu'on sélectionne les joueurs en équipe A ou en équipe espoir, il faut d'abord leur montrer un intérêt. Et ce n'est pas le cas ici en Guinée. Je l'ai dit à maintes reprises ici, on a beaucoup de jeunes joueurs binationaux en Europe. Quand on prend la Belgique, il y a tellement, pratiquement de la catégorie U17 jusqu'au niveau de U23, il y a toujours un Guinéen après les enquêtes. Également en Italie, je vais parler par exemple de Alphadio Cissé, c'est un joueur d'origine guinéen qui évolue actuellement en Serie A, mais qui n'est apparemment pas sollicité par la fédération guinéenne. C'est un joueur d'ici 2-3 ans. On peut le voir évoluer en équipe nationale italienne. Il faut d'abord montrer également de l'intérêt à ces jeunes joueurs. C'est qu'il y a déjà une bonne chose pour Sidi, c'est que lui déjà il a avancé toute sa volonté de rejoindre l'équipe nationale guinéenne. On voit, j'ai pris l'exemple sur le Maroc par exemple. Beaucoup de jeunes joueurs marocains naissent du côté des Pays-Bas. Et puis il est excentré gauche et droite. Il a planté 6 buts. C'est énorme. À 16-17 ans, vous voyez déjà l'intérêt du pays pour ces joueurs-là. On leur fait croire, on leur montre tout un projet sportif, tout un projet de carrière, parce que certains également ont cette peur de venir juste 1-2 sélections et puis disparaître des radars. Ça aussi, c'est un problème. Donc, pour moi, le plus gros travail, ça doit quitter à la fédération. On va s'attaquer au pour clore sur ce chapitre par rapport à ce qu'il dit, moi, je suis entièrement d'accord qu'ils soient intéressés. Mais moi, ma crainte, c'est où ? Est-ce que la fédération, elle est prête à les accueillir ? Pas lui l'accueillir seul. Parce que moi, c'est ça, moi, ma crainte. Il y a quand même... Est-ce qu'on dirait... Oui, justement, on dirait qu'il y a un mur sur lequel les joueurs qui veulent venir, les binationaux, est-ce qu'il y a un mur avec la fédération sur lequel... Mais souvent, on leur demande des sommes d'argent. Justement, normalement... C'est lui qui a l'argent, a la chance de venir jouer au pays. Normalement, c'est des choses qui ne doivent pas exister actuellement. Mais pourquoi on ne prend pas l'exemple chez les autres, chez les voisins ? C'est à cause de ça, il réussit. Moi, je connais un exemple illustratif, c'est le cas de Moriba. Moriba n'avait pas à cœur à 100%. C'est ça ma plus grande crainte. Pouvoir jouer pour la Guinée, honnêtement, il allait céder. La génération de 2017 qui est partie à la CAN, des U17, avec les Agibou, au temps de Abedi, Moriba était venu ici, il a fait 2-3 séances d'entraînement avec l'équipe nationale. L'entraîneur Abedi, en ce moment, a dit que le joueur n'a pas le feeling qu'il veut. Et c'est le gars qui fait mal avec la catégorie inférieure de l'équipe Espagne. Mais coûte à coûte, l'équipe nationale senior espagnole voulait l'avoir, mais il a tenu tête à l'Espagne pour dire que lui, il va jouer pour la Guinée avec toute la pression qu'il a. Je pense que ça devait servir de leçon à la Guinée pour dire qu'il faut mettre un projet par rapport aux jeunes. Et à un moment, ils ont pensé mettre quelque chose en place. Quand il y a eu le tournoi de Navetan au Sénégal.
le tournoi de France avec les U15. Clermont. Le Clermont, effectivement, le tournoi de Clermont, où ils ont pris beaucoup de jeunes qui étaient sortent de France, de Portugal, de l'Espagne, des Pays-Bas, pour former cette équipe. C'était quand même une très bonne idée, mais ils ne sont pas allés au bout du projet. Ça allait être hyper intéressant de pouvoir garder ce noyau-là, pouvoir travailler à chaque fois pour qu'ils comprennent à partir du moment où on apporte une fois la Tunisie Guinée, c'est qu'il y a une importance à nous. Maintenant, c'est à nous de se battre éventuellement pour un nivellement de valeur, pour qu'en équipe nationale junior, qu'on retrouve au minimum à chaque fois 1 ou 2 ou 3 joueurs qui viennent de l'Occident, en équipe nationale espoir, même configuration, dans toutes les catégories, qu'on pousse ces jeunes-là à faire comprendre effectivement après, le meilleur des meilleurs viendront. Je pense comme ça, on prépare l'élite. Mais c'est très difficile parce que quand on commence aujourd'hui quelque chose, dès que Paul ou Pierre critique, les gens mettent tous les acquis de côté. Alors qu'à un moment donné, il y a des acquis sur des projets, mais il ne faut pas seulement tendre l'oreille et écouter. Je pense bien, à ce niveau, on est d'accord avec lui. C'est quelque chose qui est fréquent dans ce pays. On n'a pas un véritable projet sportif pour qu'on arrive déjà à former des pépites sur le plan local. Et préparer la relève. Préparer la relève. Aujourd'hui, les tournois interquartiers, les tournois communaux, ça n'a plus de sens. On les organise juste pour les organiser. Les clubs aujourd'hui, pour recruter, il faut passer par des relations pour amener ton joueur, même s'il a le talent, l'entraîneur ne va pas le valider. Il faut gérer l'entraîneur. Des fois, le championnat national, on voit ce qui se passe. N'importe qui devient président de club, il a les moyens ou pas. Les joueurs n'ont pas de bus. Ils n'ont pas de médecin. Vous voulez avoir quoi sur le plan international? Non, mais vous savez, parfois, même pour rentrer au paradis, il faut pousser certains à leur entrée. On a du mal à envoyer des joueurs, par exemple, en Europe pour évoluer sur le plan international. Et on a certaines opportunités, certains joueurs qui naissent là-bas, qui grandissent avec toutes leurs qualités. Et on a encore du mal à leur faire venir. Je pense que c'est aussi ça le problème. On a perdu beaucoup de joueurs comme ça et qui ont préféré jouer dans d'autres sélections. Si vous parlez de cet agglomérats-là, on peut faire une émission de 4 h 5 h. Moi, j'ai un ras-le-bol par rapport à beaucoup de points sur cet état de fait. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, guinéens surtout, qui perdent la carrière par rapport à beaucoup de paramètres. D'abord, les parents. Les parents, tu vas gérer un joueur jusqu'à un certain niveau. Après, tu vas avoir un faux agent qui va venir, qui va dire que je vais envoyer ce joueur-là. Les parents te mettent la pression. C'est toi qui es en train de faire que mon enfant ne progresse pas. Ils soutirent l'enfant alors qu'ils ne mettent pas un projet pour lui. Et le faux agent récupère l'argent, bouffe l'argent et ils sont dans des problèmes. Le gars, après, il est perturbé. Ça, c'est des aspects. Les faux agents, les gens qui viennent ici, qui sont des agents, ils n'ont aucun projet. Même parfois, même toi, ton manger, toi, joueur, tu es obligé d'aller chercher ton manger. Et lui aussi, son transport lui donner. Et qu'alors qu'il dit que c'est lui qui se bat dans les conditions normales, alors qu'il y a un pourcentage, il y a un pourcentage pour l'agent à la signature du contrat. Ton entretien dans les conditions normales, c'est lui qui doit t'entretenir, t'héberger, faire tout, jusqu'à ce que tu puisses avoir un contrat. Mais tout ce conglomérat-là, c'est pourquoi je dis que je n'aime pas toucher ce point-là. Parce que si on en touche, ça deviendra un débat. Parce que le problème, il est profond. Le mal, il est très profond. Le problème est profond. On est juste en train de prendre des exemples parce qu'on a parlé de Sidi Diallo. Nous, on a eu l'opportunité de voir ces vidéos sur les réseaux sociaux. Un Guinéen qui aide son club à monter en deuxième division. Il a 6 buts et puis il est venu en mi-saison. Et le club vient en deuxième division. En deuxième division en Hollande, c'est le niveau. C'est le niveau qu'il et puis encore qui réclame, qui dit qu'il veut venir jouer au pays. Alors, il n'y a pas de souci, on va essayer de suivre ce joueur de près, Sidi Diallo, qui va retrouver la deuxième division hollandaise la saison à venir avec ce club qu'on appelle Kozaken. Il faut encore retenir les courtisés par d'autres clubs. Et la Hollande est en train de passer par tous les moyens pour qu'il arrive à rejoindre leur catégorie. Et le joueur dit voilà, qu'il veut forcément rejoindre le site national de Guinée, quelles qu'en soient les catégories et en fonction de ses performances. 16h passées de 29 minutes, on va continuer de fêter nos sommaires, mesdames et messieurs. Chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, c'est du sport sur nos antennes. Amadou Major Diallo, Chab Diakité, Djoudé. On a comme invité de parcours l'entraîneur de l'équipe nationale d'Ilan de mini-football. On va entamer maintenant pour parler des préparatifs du CILI national pour la CAN mini-football. Avant qu'on parle des préparatifs, Aziz Sow, vous êtes entraîneur. C'est quoi le mini-football?
Le mini-football, c'est une discipline qui se joue avec 6 joueurs. Bien. 5 joueurs plus un gardien de but sur un terrain réglementaire de 46 mètres sur 26 mètres. Ça, c'est la réglementation minimale. Maintenant, pour les compétitions internationales, c'est sur 50 mètres sur 30 mètres, 50 mètres sur 30 mètres et sur des buts de 4 mètres sur 2 mètres de hauteur. Donc, c'est pour une durée réglementaire de 2 fois 25 minutes. D'accord. Voilà. Et il y a des prolongations pour les matchs éliminatoires directs et après les tirs au but. Les changements sont des changements illimités, mais c'est pas comme le basket. Au fait, quand un joueur commence un match, il peut sortir, mais c'est qu'il ne peut plus rentrer. Mais quand vous avez 10 joueurs sur le banc, c'est que tous les 10 joueurs là peuvent jouer. D'accord. Donc voilà, tous les 10 joueurs qui sont sur le banc peuvent jouer. Mais c'est que quand je rentre, je joue. Dès que je ressors, je ne rentre plus. Ah, d'accord. Voilà. Donc les changements sont illimités. Les changements sont illimités. On a un seul joker. Voilà, c'est un seul. Tu joues une fois, tu sors et puis tu ne rentres plus jusqu'à la fin de ce match. Voilà, ce n'est pas comme le basket où tu as la capacité de rentrer, de reposer, de te rentrer, de rentrer. Non. Mais dès que par exemple, nous on a une liste de 15 joueurs. Vous jouez avec 6, donc tu as un minimum 9 joueurs sur le banc. Tous les 9 peuvent entrer. Bien. Après jouer, tu peux enlever tous les autres, faire entrer un autre groupe pour jouer. On peut avoir tu peux deux les équipes alterner. alors. Deux équipes, oui, si tu veux, ça dépend. Rendant. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce que en fait, c'est intense. C'est un football qui demande de la technicité, de l'intensité. Parce que quand un seul joueur s'arrête, ça joue complètement sur l'adversaire, sur ses partenaires. Parce que le gardien, sur sa première touche, par exemple, sur son premier dégagement, peut ne pas marquer. Mais sur une passe, deuxième ou troisième passe, il peut marquer. Wow. Maintenant, si tu ne fais pas un bon marquage, alors que le gardien pousse avec le ballon, il peut aller marquer. Et que c'est validé. Wow. Donc c'est ce qui fait que ça demande beaucoup plus d'attention, de multiplication des efforts, d'intensité, de la qualité technique. Ça demande le tout. Donc c'est très intense. Donc il n'y a pas d'arrêt. Comme je le dis, un seul joueur s'arrête dans le jeu. Il peut complètement tuer son équipe parce qu'en ce moment, l'adversaire va jouer en supériorité numérique. Alors, parlez-nous des préparatifs de l'équipe nationale guinéenne. Comment ça s'est passé, le recrutement parce que vous avez énuméré des choses, des paramètres que nous, qu'on ne savait pas. Comment vous avez pu inculquer ça dans la tête de ces footballeurs qui sont novices dans cette discipline et nous sommes à quelques microns de la compétition? En fait, moi, dès que j'ai été contacté par le président, on a eu un échange approfondi. Il m'a soumis le projet. J'ai adhéré pour le projet. D'ailleurs, c'est une nouvelle discipline. Je me dis déjà, il n'y a pas assez de différence avec le football classique. J'ai aussi cherché à m'informer. J'ai aussi cherché à faire... lui m'a facilité la tâche pour faire un cours en ligne avec ses partenaires. Donc, ça m'a facilité la tâche pour... aussitôt cerné et j'ai eu les lois de jeu, j'ai lu, j'ai revu, après j'ai compris qu'est-ce qu'il faut et quel type d'équipe qu'il faut mettre en place. Donc le temps était déjà imparti, donc il fallait déjà penser à faire une détection aussi vite. On sait que déjà le footballeur guinéen de nature, il est technique, ça déjà, il est technique. Maintenant, les autres qualités qu'il fallait approximativement approcher de cette qualité technique, c'était des joueurs intenses. Aussi qui ont de l'impact physique. Donc il fallait maintenant voir. Aujourd'hui, moi, dans le règlement, on a dit il y a des joueurs de la première division et qui ont joué en équipe nationale qui ne font pas partie, qui ne peuvent pas être de la sélection de mini-football. Donc connaissant déjà ces règlements-là, ces balises qui ont été déjà mises par la Confédération africaine, moi je me suis focalisé sur la Ligue guinéenne des académies que je suis de près. Oui, parce que il y a des jeunes talentueux, je vois déjà c'est des jeunes où le championnat évolue. Aujourd'hui on est à la 24e journée. Je me suis dit il faut chercher. J'ai eu à plusieurs au moins 5-6 joueurs qui jouent quand même le championnat des académies. Après j'ai organisé une autre mini-détection à la Blue Zone de Kenya où on a fait appel à des jeunes aussi qui sont venus. À Koya, comme je suis en contact également avec des joueurs à Koya du Bricage, je l'ai fait et je me suis retrouvé dans un premier temps sur un lot de 150 joueurs qui étaient venus. On a décanté. Combien? Non, c'est 15. On a besoin de 15 joueurs. Super. Donc j'ai essayé de puiser et décanter le premier groupe que j'avais. Sur le premier groupe que j'ai pris, aujourd'hui il ne reste que 5 sur le premier groupe que j'ai pris. Parce que pour moi, il fallait rechercher quelque chose. Donc j'y ai travaillé pendant une semaine avec ce premier groupe-là en faisant des matchs de position. Et ce dont
qui me donnaient satisfaction, j'ai essayé de les récupérer. Ce qui ne donnait pas satisfaction et les nouveaux qui venaient à chaque fois, parce que parfois j'étais en contact avec des entraîneurs qui me disaient bon, j'envoie tel, j'ai essayé de voir, et entre-temps j'ai trouvé le groupe que je voulais, à mon avis, et j'ai commencé la préparation. Et à ce jour, on a créé une plateforme WhatsApp où j'ai tous les joueurs, où j'ai mis le règlement en ligne, et j'ai insisté à ce que tout le monde parvienne à lire. Chaque jour, tu fais au moins 1 ou 2 pages. Si tu ne comprends pas, tu me reviens, on t'explique, ou tu essaies de voir mon intendant, ou tu essaies de préparateur physique, en tout cas, tu essaies de voir quelqu'un. Et j'ai insisté là-dessus, à ce qu'ils puissent voir les vidéos. Moi-même, avec mon intendant, on a essayé de récupérer les liens des vidéos de la Coupe du Monde qui s'est jouée à Bakou au mois de janvier dernier. Donc on leur a envoyé les vidéos pour qu'ils essaient encore de voir comment ça se joue, et pour être plus imprégnés. Parce que si c'est l'écrit, il y a certains qui vont te dire on va lire, mais après qui ne vont pas tout lire, qui ne vont pas tout comprendre. Mais les vidéos, ils ont la capacité, la facilité à pouvoir comprendre. Donc on leur explique eux-mêmes parfois quand ils viennent, eux-mêmes ils nous donnent certains détails. On comprend effectivement qu'ils sont motivés, et ça facilite le travail que nous sommes en train de faire. Parce que quand ils comprennent déjà par l'entremise des vidéos ce qu'ils sont en train de faire, et même pendant les séances d'entraînement et les petits matchs amicaux que nous jouons, moi je dis aux adversaires, écoutez, il n'y a pas de championnat de mini-football, donc moi je veux qu'on joue à notre distance réglementaire, on applique les lois du mini-football pour que les uns et les autres puissent comprendre. Parce que moi je prépare une compétition internationale. Je pense que comme ça, aujourd'hui les jeunes ils sont en train de comprendre et ils se sont bien adaptés, et ça va. Mais le travail continue parce que il y a beaucoup de choses qui nous attendent, et honnêtement on est dans une poule très compliquée. Moi je voulais juste poser deux petites questions. La première, c'est par rapport au groupe que vous avez réussi à avoir autour de l'équipe nationale. Et vous avez parlé tout à l'heure de 15 joueurs qui sont sélectionnés. Si par exemple, parce qu'on n'est pas épargné par des cas de blessures, est-ce qu'il y a des réservistes, des potentiels réservistes qui peuvent être appelés pour venir en renfort? Et la deuxième question, ça c'est beaucoup plus large, c'était pour avoir une petite différence avec la Bundes, parce qu'il y a un football où les gardiens ne peuvent pas toucher le ballon de la main. C'est ce que je suis d'abord la première question. Sur la liste officielle déjà déposée à la Confédération, parce que la Confédération nous avait mis la pression pour faire les inscriptions en ligne le plus vite que possible. En appoint de ces 15 joueurs, j'ai encore 5 joueurs que j'ai gardés avec moi, qui travaillent avec moi pour des éventualités, parce qu'on ne maîtrise rien. Il y a des cas de blessures à la dernière minute, où il y a un joueur qui peut croire que parce que son nom il est parti, lui il va essayer de baisser l'intensité. Donc il y a beaucoup de paramètres. En fait, comme on aime à le dire, je suis parfumé pour ça. Je suis parfumé parce que j'ai quand même eu la chance pendant plus de 10 ans d'être formateur, éducateur, de gérer une académie, d'être proche des clubs, dans des staffs, même des clubs, même si ce n'est pas entraîneur, de voir comment ça se passe et de connaître un petit peu la mentalité des joueurs. Donc il faut avoir toujours un groupe à côté. Ce groupe-là permet de pousser les autres à l'émulation, mais aussi en cas de problème, de pallier, parce que comme je l'ai dit, c'est une discipline qui demande assez d'intensité, assez de rigueur. Donc si déjà tu perds un joueur alors que tu es obligé d'aller chercher et qu'il n'y a pas ce championnat qui se joue, c'est très compliqué. Donc c'est pourquoi j'ai élargi un petit peu la préparation, et j'ai 5 autres joueurs avec moi qui travaillent en cas de force majeure. Donc maintenant, par rapport à la deuxième question, comme je l'ai dit, on a un gardien de but normal, parce que les buts ça fait 4 mètres sur 2 mètres de hauteur. Donc il faut impérativement garder avec une surface de réparation de 5 mètres et sur un point de pénalty de 7 mètres. Alors, allez-y Jules, vous avez une question. Moi aussi j'ai 2 questions. D'abord, félicitations. Félicitations pour tout le travail abattu. Merci beaucoup. Ma première question, je voudrais juste savoir si ça se joue sur du dur ou c'est sur du synthétique. Voilà. C'est sur du gazon. C'est sur du gazon. C'est sur du gazon, oui, soit naturel ou synthétique ou naturel. Mais nous, on a préféré prendre le synthétique parce que la compétition va se jouer sur du synthétique à Derna. Donc, il y a déjà, les stades sont déjà prêts par rapport à la compétition à Derna. Donc, nous, on s'entraîne au centre technique de Nongo. Et parfois, par exemple, aujourd'hui, on a la Blue Zone de Kaloum parce qu'il y a des techniciens qui viennent à Nongo qui étaient là hier et aujourd'hui pour retravailler un petit peu l'état de la pelouse. Donc l'administrateur nous a informé, donc
pour ne pas faire deux jours sans faire des séances d'entraînement. Hier, on a fait un match amical. Bien. Et aujourd'hui, on joue, on s'entraîne et demain, on repart. Et les heures aussi choisies. On a notre premier match contre le Burkina, c'est à 23h15. Donc, on apprend aux joueurs déjà à s'entraîner la nuit. Donc, si vous remarquez déjà, nous, toutes nos séances d'entraînement, c'est la nuit. Par exemple, aujourd'hui, on est à 20h. C'est de 20h à 22h, on va s'entraîner. Donc, demain également, c'est à 19h. Et le samedi, on monte à 22h au centre technique de Nongo. On essaye parce que il faut tenir compte de ces paramètres. Quelqu'un qui n'est pas habitué à jouer en nocturne, quelle que soit sa qualité, si vous l'amenez sur un match en nocturne alors qu'il ne s'est pas habitué, c'est difficile qu'il puisse faire le résultat. Le combat aujourd'hui, j'ai écrit à la Fédération guinéenne de mini-football, au président, je lui ai dit, j'ai besoin d'un stage en nocturne. Aujourd'hui, il est en train de se battre pour déposer des lettres et au niveau du président du AFIA de Conakry pour le stade Petit Sori de Nongo, si le stage est à Conakry, et au niveau du président du conseil d'administration du Orea de Conakry pour le centre sportif de Yorokogia, si on va à Yorokogia, à Dubreka pour santé, parce que je tiens compte de Dubreka pour un facteur. On joue dans un pays où il fait frais la nuit, donc on connaît un petit peu avec le climat à Dubreka. Quand il fait nuit, il fait excessivement frais. Je voulais aller à l'Abbé pour faire la préparation, mais compte tenu de l'état de la route et aussi avec les informations que j'ai eues au stade régional Saïfoula Dia de l'Abbé, il n'y a pas de lampadaire, on ne peut pas s'entraîner la nuit, amener l'équipe là-bas, ça allait être très compliqué. Donc c'est pourquoi je mise un petit peu sur Yorokogia pour une dizaine de jours avant de s'envoler pour Abidjan, où on va faire la mise au vert, où on a 2 matchs amicaux internationaux contre la Côte d'Ivoire qui a été quand même l'équipe championne, l'équipe championne de la première édition de mini-football qui s'est jouée en 2018. Donc on veut se mesurer à la Côte d'Ivoire pour évaluer notre niveau, mais aussi pour mieux apprendre avant la compétition. Intéressant, allez-y. Deuxième question, tout ça c'est bien bon, je suis entièrement d'accord avec tout, mais ce qui cogite dans ma tête, est-ce qu'à l'heure actuelle, on a réellement la fédération derrière, ils arrivent à vous mettre dans un cocon bien confortable afin de faire face à cette compétition, parce que il le faut. Tout ce que vous avez énuméré ici, c'est extraordinaire, parfait. Pour un manager, on sent que vous vous investissez, vous mettez le cœur et la tête dedans. Mais est-ce que derrière, actuellement, à l'heure où nous parlons là, vous êtes interné, tout le monde mange sur place, tout le monde... et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tout ça c'est réuni? Parce que... pour aller en guerre, il faut préparer les munitions. De Marseille ou de Paris? En fait, on devait être à l'internat, parce que on devait être à l'internat depuis le début de la semaine, mais il y a quand même un petit blocus au niveau du ministère des Sports. C'est là où il y a la lenteur. Il y a la lenteur à ce niveau. C'est compliqué, il y a beaucoup de dossiers à gérer. Mais le président quand même se bat dans ce sens pour que l'équipe soit à l'internat dans un plus bref délai. C'est pourquoi j'ai un plan A et un plan B. Parce que si le département nous met à l'internat et qu'ils insistent à ce qu'on soit à Conakry, si on ne prévoit pas les terrains où on va s'entraîner. Et moi, je veux prendre 2 séances d'entraînement par jour. Et à Nongo, il y a beaucoup d'équipes, les clubs de Ligue 1 et autres qui s'entraînent. Je ne peux pas avoir et matin et le soir. C'est pourquoi je pense à Petit Sori. Soit le matin, je suis au centre technique de Nongo. Le soir, je suis à Petit Sori. Soit le matin, je suis à Petit Sori. Le soir, je suis à Nongo. Et si c'est à Yorokogia, je sais, j'ai la capacité, avec déjà l'Orea de Conakry qui va en vacances avec la fin du championnat et les académiciens aussi qui vont être en pause parce que j'ai eu les informations, ça peut me permettre de travailler matin, soir, afin qu'on puisse rattraper un petit peu le temps perdu. On tient, moi je suis en train même de bousculer le président, chaque instant, chaque 30 minutes je l'appelle, il me dit mais parfois laisse-moi travailler, je dis président, je suis quand même, je tiens à quelque chose, et moi quand je tiens à quelque chose, je vais au bout je parle sous le contrôle de quelqu'un qui me connaît très bien, Major. Quand je tiens à quelque chose, j'ai vraiment pas envie d'être au nid, je veux vraiment aller, je donne tout ce que je peux donner, mon cœur, mon corps, mon âme, tout ce que je peux donner, je donne ma réflexion, je pense à plusieurs alternatives pour que je puisse faire le résultat. Parce que je suis conscient que c'est une nouvelle discipline. Il n'y a pas de championnat de mini-football. Mais je n'ai pas d'excuses. Malgré que je suis dans une poule encore contre la Mauritanie qui a été mondialiste et qui a été vice-championne d'Afrique. Là, le Burkina Faso, mon premier adversaire qui a joué, qui a été 3e lors de la dernière édition et qui était mondialiste. Chaud, donc, je sais, en cas de qualification au niveau de la poule C, il y a la Côte d'Ivoire qui a remporté la première édition et l'Afrique du Sud qui a remporté la dernière édition. Donc, je me dis que j'ai
des têtes de gondole en face de moi. Si je veux faire grand, il va falloir que moi-même d'abord je m'active, mais également je mette la pression sur qui je dois mettre la pression. C'est le président, lui aussi, pour qu'il essaie de se grouiller côté département pour nous permettre vraiment d'être en stage dans un bref délai afin qu'on puisse partir à Abidjan. Parce que je tiens tellement au stage d'Abidjan, parce que apprendre, les Ivoiriens ont été les premiers qui ont remporté la première édition. Il ne faut pas avoir le complexe d'apprendre avec les gens. Ils ont été les gens qui ont remporté la première édition. Ils sont habitués à jouer ils ont joué les 3 dernières éditions. Et aujourd'hui, ils ont l'installation pour le mini-football. Et ils ont les techniciens pour aller rester avec eux pendant 10 jours. Nous, ça nous permet de nous habituer, mais aussi de nous outiller, et sur le plan technique, et sur le plan administratif, et sur le plan logistique, mais aussi sur tous les paramètres avant de partir à la compétition. Là quand même, en vous écoutant, vous avez la volonté, l'ambition de faire les choses professionnellement, parce qu'il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Et moi, c'est la première fois de recevoir un entraîneur qui m'explique ses détails, qui se projette sur des choses, qui anticipe, qui est conscient de l'enjeu qu'il attend, et qui est conscient que dans son pays, la discipline, elle est quand même nocive, elle n'est pas connue par les athlètes, donc ils essayent de passer par tous les moyens pour partir représenter le pays. C'est extrêmement important d'avoir la volonté quand on vous confie des postes et de mettre la pression à la fédération de partir dans le sens du professionnalisme. Il est extrêmement important. Il n'y a pas de souci, on va vous suivre de près, de long en large lors de ces préparatifs pour cette compétition. Je vous rappelle encore, on a comme invité de parcours l'entraîneur de l'équipe nationale du Sili Mini Football. Il nous a un peu explicité comment il a pu quand même regrouper l'effectif et les préparatifs, comment ça se déroule. Cette compétition, elle est prévue du 13 au 25 juillet 2025 à Derna. Le Sili national du Guinée Senior Mini Football ira en Libye pour défendre nos couleurs. Ce tournoi réunira les 16 meilleures sélections africaines. On souhaite bonne chance à la Guinée. En tout cas, nous aussi, on va essayer de voir si on va partir dans le pays pour vous accompagner. Moi, je tends la main à tous les Guinéens. Je tends la main à tous les Guinéens. Prière pour cette équipe, mais aussi de nous encourager. Et moi, l'autre élément, c'est que félicitations, je dis félicitations au président. C'est pas parce que je suis l'entraîneur, mais allez déjà se battre, pour trouver une affiliation sur le plan international. La même année, vous participez à la compétition internationale. Je pense que ça vraiment, parce que ça a été quand même un boulot. Quand même, il n'y a pas de souci. On aura le temps de revenir sur ces parcours. On est obligé de lui remercier parce qu'il a abattu un gros boulot. La même année, une fédération, on participe à ces genres de compétitions et puis on sent qu'il y a la volonté de... On va suivre comment l'équipe guinéenne va évoluer dans cette compétition 16 au 25 juillet. Alors, comme vous avez promis, au niveau de nos sommaires, on va changer de discipline pour parler de boules de pétanque. Il y a de cela belle lurette. Il n'y a pas de congrès. On va solfer sur cette situation, même si le temps n'est pas garni, mais il faut qu'on en parle. L'autre fois, on en parlait dans nos émissions qu'il y a des fédérations fantômes qui existent en Guinée, qui ne sont pas en activité. Le président de ces fédérations, il n'y a jamais eu de congrès et il n'est pas d'accord. Souvent, ces fédérations sont divisées. Et puis, on n'arrive pas à nous éclaircir la lanterne. C'était juste le mardi, on en parlait et on a eu la chance d'avoir un monsieur sur notre antenne qui nous a expliqué concernant cette discipline de boule de pétanque qu'on avait déjà entamée avant de l'avoir en ligne. Et beaucoup de fédérations, comme la discipline dont on va tout de suite parler, qui sont entre guillemets reconnues par le ministère ou le comité olympique, mais malheureusement, on n'en voit pas beaucoup de résultats sur le terrain. On a aussi parlé de l'effet que le football pourrait avoir sur ces autres disciplines. Mais de là à avoir un président jusqu'à 18 ans où il n'y a pas eu de congrès, il n'y a pas eu de changement à la tête de cette fédération, on apprend même que le président serait souffrant. Exactement. Et beaucoup de problèmes à ce niveau. Moi, je pense que c'est la Guinée dans un sens large du terme. C'est toujours comme ça. Allez-y. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est gravissime. Ouais, 18 ans. C'est la Guinée. 18 ans, une seule personne, au-delà de tout ce qui est procédure, process à l'interne. Mais il y a beaucoup de disciplines, on tout parle a même pas de expiré, congrès. 18 ans. Ça veut je ne sais dire pas si on se rend compte que c'est gravissime. Il a quand même assisté à beaucoup de régimes politiques du pays. Qu'est-ce qui a été réellement l'attitude des autorités?
18 ans, une seule personne monopolise quelque chose. Souvent, ils sont divisés en des clans. Il y a d'autres. Mais ça ne se doit pas. Ça ne se doit pas. Quand est-ce qu'on va faire face ici au respect de la procédure? Quand est-ce qu'on va le faire? Maintenant, si tu vérifies, il y a quelques minorités de personnes qui soutiennent ce président. C'est toujours comme ça. Dans le fond? Oui, mais quand ils sont les intérêts, vous avez une idée sur c'est ahurissant alors. Moi, on va déjà mettre Senghor qui va pour 20 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football. On a vu Issa Yatou qui a fait plus de 30 ans à la tête de la CAF. Mais c'est pas des bons exemples. En fait, ce que je suis en train de dire. C'est deux lignes parallèles là. Voilà. C'est deux lignes parallèles. Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire. Non, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est pas un problème qu'un dirigeant reste à la tête d'une entité longtemps sur le domaine du sport, mais s'il fait le boulot. C'est s'il fait le boulot. C'est s'il fait le boulot. Mais s'il ne fait pas le boulot et que le siège c'est dans son sac, le siège c'est dans son salon, le bureau, le secrétaire général c'est dans son sac, le vice-président c'est dans son sac, tout est lui. En fait, c'est lui le président, c'est lui le secrétaire général, c'est lui l'intendant, c'est lui le secrétaire, c'est lui tout, c'est lui. Ça peut pas marcher. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas mettre d'air tout sur la tête de ce président parce qu'il y a un département ministériel qui s'occupe du sport en général. Donc peut-être qu'il n'y a pas de contrôle à ce niveau. Qu'a fait les autorités pour cela? Vous savez, la délégation de pouvoir est un élément, mais le suivi et évaluation des fédérations est un autre élément. Et c'est ce qui nous manque s'il y a quelques années, on a dit de faire les états généraux du sport guinéen et que l'État se batte pour subventionner toutes les fédérations, quelle que soit la fédération, c'est d'avoir un droit de regard sur tout ce que les fédérations font. Si l'État ne subventionne pas les fédérations, ne met pas une véritable politique de développement du sport, mais il ne peut pas avoir un droit de regard sur la gestion de quelqu'un qui se dit c'est moi-même qui prends dans ma poche, qui fait ça et ça et ça. Non, il faut comprendre ça d'abord. Mais là, ce n'est plus une discipline. Non, je veux que vous. Non, écoutez, même si tu arrives à dépasser. Dans tous les pays au monde. Écoutez, dans tous les pays au monde où le sport s'est développé, l'État subventionne. Moi, j'avais pensé à quelque chose et j'avais même écrit une tribune dans ce sens. En fait, c'est que je suis en train de dire. Si parce que l'État ne subventionne pas, tu es habilité à faire du n'importe quoi. Non, mais c'est un élément. Si maintenant l'État ne subventionne pas, pour que le championnat se déroule, pour que la discipline se développe, c'est lui qui se dit que moi je vais chercher l'argent au niveau de la confédération ou au niveau des fédérations internationales, ou c'est moi qui mandate pour organiser le championnat. Mais il faut suspendre la discipline. C'est ce que je dis. Maintenant, ceux qui font la discipline, en fait, quand vous suspendez une discipline, ne regardez pas la tête d'un président ou la tête d'un secrétaire général. Regardez ceux qui pratiquent la discipline. À un moment donné, le volleyball est tombé sur une crise. Le volleyball est tombé. Il ne faut pas pratiquer une discipline pour pratiquer une discipline. Non, en fait, la discipline n'est pas professionnelle. Le raisonnement que je suis en train de donner, en fait, peut-être j'abonde dans le même sens que vous, mais c'est que vous n'avez pas compris c'est que ma perception de la chose. Non, je viens compris, mais il y a des thèses qu'on ne peut pas défendre. Non, moi je suis contre qu'un président reste même à la tête d'une fédération pendant 2 ans sans même organiser l'assemblée ordinaire. Quand vous regardez les statut règlement intérieur de toutes les fédérations, on dit l'assemblée ordinaire organisée chaque année. Les dates sont précisées. À plus forte raison 18 ans. C'est pas bon. Non, ce qui reste clair, c'est lui qui doit sonner la récréation. Qui doit sonner la récréation? C'est le département des sports. Mais en sonnant cette récréation, il va falloir qu'elle-même, qu'elle mette les balises, qu'elle mette des situations l'amenant à avoir de la force à sonner cette récréation. C'est ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, aujourd'hui, il y a des pays où c'est pas toutes les disciplines qui existent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas prêts. Quand on n'est pas prêt, faut pas que quelqu'un se démarque. Faut pas se lancer sur une chose dans laquelle on ne peut pas. Mais quelle qu'en soit la passion ou la volonté, si c'est pas professionnel, faut pas partir représenter le pays. Et que ces athlètes ne sont pas prêts. Si c'est quelqu'un qui enlève l'argent dans ses poches pour financer une discipline, c'est de l'amateurisme et de la dictature. Il va jamais avoir des athlètes qui sont compétents et qui sont aptes de partir représenter le pays parce qu'ils vont évoluer dans l'amateurisme dans tous les sens. C'est ça aujourd'hui on parle de boules pétanque. Aujourd'hui on parle de boules pétanque. Aujourd'hui il y a des clubs en Guinée. Il y a des présidents des clubs en Guinée qui ne méritent pas d'être présidents des clubs. Non, mais ça, on en a débattu pendant très longtemps. Tu sais pourquoi je le dis? Tu sais pourquoi je le dis? Parce que la situation est de telle sorte, il y a 2 tendances qui se posent. La première tendance, il y a des gens qui créent ici des fédérations, c'est pour avoir
juste ce qu'on appelle les subventions des fédérations internationales qui arrivent pour se remplir les poches. Je pense que nous avons... Deuxièmement, il y a des gens qui créent des fédérations ici. C'est juste pour se dire qu'on vit dans le monde du sport pour des avantages X, Y. C'est juste ça. Mais on doit vivre. Mais on doit veiller à ça. C'est comme je dis, c'est lui qui doit sonner la récréation. Encore, j'insiste. C'est lui qui doit sonner la récréation là. C'est le département des sports. Et pour sonner la récréation, il va falloir mettre les véritables stratégies en place. La première stratégie, c'est quoi? Moi, par exemple, si le ministère, autant de Bantama, par exemple, autant de Bantama, quand ils ont donné la subvention, la première fois que Bantama est arrivé ministère de sport, quand ils ont donné la subvention. Mais on ne peut pas subventionner toutes les disciplines. D'ailleurs, concernant la boule de pétanque, on est allé en profondeur. Il faudrait qu'on essaye. Peut-être Jules a compris ce que je veux dire. Non, mais à long terme. Non, on vous a compris. Non, quand Bantama. On n'est pas en train de défendre l'État. Non, je ne défends pas. Quand Bantama a subventionné ici les fédérations, même les fédérations que vous ne connaissiez pas, ont organisé ici des championnats. Parce qu'il fallait qu'ils justifient. Vrai ou faux? Non, mais à long terme, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit qu'il ne faudrait pas tomber sur le président de la fédération. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais non, on aimerait aller un petit peu en profondeur. Mais là, cela ne veut pas dire que voilà, ils sont habilités à faire de n'importe quoi. Voilà, en tout cas, on est talonné par le temps. On me fait signe, 16 heures passées de 55 minutes. Je suis obligé de partir jusqu'à 56 minutes. Oui, on s'excuse, on aura le temps d'en parler. Il est temps que l'État siffle la fin de la récréation. Il n'y a pas de problème. C'est ça, Jules. Oui, alors on va s'écouter. On aura le temps d'en parler parce que lundi, jeudi, on a une émission dès qu'il est 8h avec des thématiques comme ça. On va en débattre, on va vous inviter pour qu'on arrive à éclaircir la lanterne. Il est 16h passé de 56 minutes. Mais reste que je vais vous dire merci, coach. Le plaisir est partagé. Merci quand même pour la pensée. Jules, merci. Merci, ouais. C'est bien quitté, au revoir. Merci, Major. Allez, merci à tous. Rendez-vous, moi, demain et lundi à partir de 8h dans l'émission World Sport. Restez connectés. Dans un court instant, c'est l'émission avec Barama. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Les fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments